Au cours des réunions consacrées à la préparation de cet après-midi, le groupe de travail a abordé la question du contexte dans lequel l'évaluation des apprentissages des élèves était réalisée. Ce contexte n'est évidemment pas sans influence sur les valeurs politiques mises en jeu lors des évaluations des élèves. Les classements, la compétition, la hiérarchisation en sont des manifestations. Nous allons donc écouter successivement Fabrizio Butera qui analysera ce triptyque ainsi que les effets psychosociaux de l'évaluation normative, puis Charles Hadji qui, constatant que l'évaluation des élèves met en jeu des valeurs politiques, présentera les deux tâches qui, selon lui, s'avèrent nécessaires pour conforter la légitimité de l'évaluation des élèves. Premièrement, débusquer la présence effective de valeurs politiques contestables, cette présence étant souvent discrète et non ou insuffisamment soumise à la critique. Et deuxièmement, travailler à l'élaboration d'une idéologie politique alternative, dessinant l'horizon culturel d'un processus d'humanisation libératrice. Je passe la parole à Fabrizio Butera. Oui, merci beaucoup. Je me permets de partager mon écran pour vous montrer mon PowerPoint. Alors, j'aimerais vous parler de compétition, classement et hiérarchisation du point de vue de ma discipline, qui est la psychologie sociale. Donc, je ne vais pas analyser l'évaluation en tant que pratique, mais du point de vue des conséquences psychosociales qu'elle produit. Le problème de départ avec lequel on a commencé à travailler dans mon équipe, c'est à quoi sert l'évaluation en vrai. Alors évidemment, elle sert à évaluer, certainement. Le cas des notes est clair. Je vais les prendre parce que c'est la forme d'évaluation de loin la plus utilisée. Et les notes, en effet, permettent d'attribuer une valeur aux productions des élèves. Donc, j'aime bien cette image que je montre tout le temps, parce qu'elle permet de bien comprendre que les notes donnent une indication très, très claire sur la performance d'un élève. Et c'est exactement ce qu'on appelle dans la littérature la visibilité de la performance. Mais les notes ont aussi deux autres propriétés qui vont nous occuper davantage aujourd'hui et qui ont été étudiées davantage en psychologie sociale. Les notes rendent visibles les différences et les notes rendent possible la comparaison entre les élèves, le classement des élèves et la sélection des élèves. C'est pour ça qu'on appelle généralement les notes l'évaluation normative. Et là, je reprends exactement la même image, mais cette fois-ci en la lisant d'une autre manière. Et là, on voit très bien comment la note donne une indication très claire, très visible, très immédiate du classement et de la performance relative des élèves. Et, et c'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé sur la menace qu'implique l'évaluation. L'évaluation peut menacer parce qu'elle peut impliquer une infériorité par rapport aux autres, la sélection, bien entendu, et l'exclusion, bien entendu l'exclusion d'un cursus, mais aussi l'exclusion quand on est cancre, on sait bien de quoi on parle. Mais ce n'est pas vrai seulement pour les cancres, c'est vrai aussi pour tous les élèves, c'est vrai pour les élèves forts et pour les élèves faibles. Alors, il y a une dizaine d'années, nous avons commis un livre avec tout plein de collègues français, belges, suisses et canadiens. Et ça a été un peu le point de départ d'un programme de recherche dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, bien entendu, je ne peux pas parler de tout le projet de recherche, mais je vais vous donner une espèce de table des matières et puis après, je vais prendre quelques exemples. On a essayé de montrer que l'évaluation, si elle est normative ou si elle est perçue comme normative, elle est menaçante. Et elle a des conséquences à plusieurs niveaux. Niveau intra-individuel, elle réduit la motivation intrinsèque, elle augmente les buts qui consistent à en faire le moins possible. Au niveau intragroupe, elle réduit le partage de l'information, ce qui est problématique quand les élèves doivent travailler en groupe, et ce sera problématique quand ils devront travailler en équipe plus tard. Elle réduit la performance de groupe.
Au niveau intergroupe, elle réduit la performance des élèves de classe sociale défavorisée en particulier. Et puis au niveau structurel, c'est-à-dire au niveau de la sélection, elle a un impact aussi sur les enseignantes et les enseignants parce qu'elle amène les agents du système éducatif à réduire artificiellement la performance des élèves de classe sociale défavorisée. Donc ça, c'est l'ensemble de ce que nous avons trouvé dans ces 15 années de travail. Je vais me focaliser sur 2 lignes de recherche dans les 10 minutes qui me sont imparties, sur la motivation intrinsèque, donc au niveau intra-individuel, et puis on va passer de l'autre côté du spectre, au niveau structurel, sur la question de l'effet sur les agents du système éducatif, c'est-à-dire nous, les enseignantes et les enseignants. Nous avons développé une ligne de recherche avec Caroline Pulfray et Céline Darnon sur l'idée que les notes peuvent réduire l'autonomie dans la tâche et la motivation intrinsèque. Motivation intrinsèque, c'est toujours quelque chose de très recherché dans le milieu éducatif parce que c'est ce qui permet à l'élève de travailler de façon autonome, de façon indépendante. Et, et nous avons fait une série d'études dans lesquelles nous demandions aux élèves de faire des tâches de français sous forme d'anagramme. Et puis ensuite, on regardait dans quelle mesure ils persistaient dans la tâche, c'est-à-dire ils montraient de façon comportementale un intérêt dans la tâche. Et à la moitié des élèves, on avait dit qu'il y aurait des notes, à l'autre moitié, on leur a dit qu'il n'y aurait pas de notes. Et on voit que la motivation intrinsèque est effectivement réduite lorsque l'on donne des notes. Donc ce gold standard, si vous me permettez l'anglicisme, de la motivation dans l'éducation est réduit par l'une des pratiques les plus répandues à l'école. Je passe maintenant à la question des notes, de l'effet des notes auprès des enseignantes et des enseignants. Nous avons essayé d'étudier avec Frédéric Autain et Anatolia Batruch et d'autres collègues l'idée que l'utilisation d'instruments sélectifs, donc les notes, les filières, peut créer l'échec des élèves de classe sociale défavorisée indépendamment de leur réussite réelle. Donc on a utilisé de nouveau un paradigme expérimental dans lequel on donnait à évaluer à des évaluateurs un travail dicté et on donnait la fiche des élèves. On leur disait, voilà, ce n'est pas votre élève, vous ne le connaissez pas, mais on vous donne la fiche des élèves. Et dans la fiche d'élèves, il y avait, ce travail a été fait en Suisse, il y avait la profession des parents qui était soit une profession manuelle, soit c'était des professionnels des professionnels de l'architecture et du marketing. Et puis on leur disait, voilà, vous devez évaluer cette dictée, soit avec des notes, soit avec des commentaires formatifs. Donc c'était évaluation normative versus évaluation formative. Et on leur disait, voilà, vous ferez ça après. D'abord, cherchez toutes les fautes que vous trouvez dans cette dictée. La dictée, évidemment, était toujours la même. Les fautes, on savait exactement combien il y en avait parce que c'est nous qui les avions introduites. Et donc, nous avions des évaluateurs qui devaient évaluer avec des notes ou avec des commentaires et qui avaient devant eux la dictée d'un élève de classe sociale défavorisée ou de classe sociale favorisée. Classe sociale défavorisée en orange, classe sociale favorisée en bleu. Et on a tout simplement regardé quel était le nombre d'erreurs que les évaluateurs et les évaluatrices trouvaient. Alors, vous voyez bien que lorsqu'ils devaient ensuite donner des notes, les évaluateurs et les évaluatrices trouvent plus d'erreurs dans la dictée de l'élève de classe sociale défavorisée que dans la dictée de l'élève de classe sociale favorisée, alors que le nombre d'erreurs est strictement le même. Cette différence n'apparaît pas lorsqu'il prévoyait faire une évaluation formative. Donc, on voit bien que lorsqu'on utilise une évaluation normative, on est déjà dans une optique de sélection
et on va reproduire les différences déjà existantes dans la société, dans l'évaluation qu'on fait, même de façon tout à fait objective, c'est-à-dire dans la recherche de fautes. Donc, pour conclure, dans cette ligne de recherche, nous avons montré, bien sûr, je ne vous ai pas montré toutes les démonstrations empiriques, mais je vous donnerai une référence qui les résume. Nous avons montré que le système scolaire et le système académique, parce que tout ce que nous avons fait comme étude va de l'école primaire jusqu'à l'université. Le système scolaire est basé sur la conviction que la promotion de l'excellence, du mérite, de la sélection améliore la performance. Mais les usagers, donc les élèves, les étudiants sont clairvoyants, ils voient bien que les notes sont un système de distribution de ressources limitées, donc un système de sélection, et ceci crée une menace. Donc finalement, la culture des notes et l'idéologie de promotion individuelle qu'elle représente, parce que la note elle est toujours individuelle, produit une menace dont les effets sont une réduction de la motivation intrinsèque que je vous ai montré, une augmentation des buts d'évitement de l'échec, que je ne vous ai pas montré, des comportements antisociaux comme la tricherie et la rétention d'informations dans le travail de groupe, là aussi je ne vous ai pas montré, une réduction de la performance dans le travail des groupes, et puis la participation des évaluateurs à la création d'inégalités sociales, même lorsqu'elles n'existent pas du point de vue de la performance. Ces problèmes sont connus, les solutions existent parce que l'évaluation formative et l'apprentissage coopératif existent depuis plus de 50 ans, mais la culture de la compétition qui est introduite par l'utilisation des notes réduit leur efficacité et dissuade les évaluateurs de les utiliser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me réjouis de vos questions. Là, vous avez la publication qui résume ce que je viens de vous raconter. Voilà, c'est une remarque qui dit c'est le fonctionnement du système qui est en cause. Donc, ce qui peut-être nous intéresserait d'avoir le point de vue de M. Butera sur est-ce qu'on peut modifier le fonctionnement du système? Parce qu'apparemment, on a l'impression que c'est quand même assez verrouillé, parce que c'est un peu, surtout que lui-même nous a dit, bon, il y a des solutions, mais finalement, on ne les met pas en œuvre. Donc, ça veut dire que le système lui-même se verrouille. Alors, est-ce qu'il y a moyen de le déverrouiller? Alors, la question, c'est une question qui porte sur une autre discipline qui n'est pas la mienne, c'est-à-dire les politiques sociales de l'éducation. Mais je prends l'occasion de cette question pour insister vraiment sur le fait que les effets qu'on a montrés sur les évaluateurs sont vraiment dus à la représentation qu'on a du système. Parce que souvent, on montre tout plein de biais dans l'évaluation des enseignants, et puis on se dirait, on pourrait se dire que les évaluateurs, les enseignantes et les enseignants, c'est des gens qui ne savent pas faire leur travail, qui ont plein de biais, ils ont des préjugés, ils sont racistes, sexistes, homophobes, etc. Et ce que montrent les résultats que nous avons obtenus dans l'étude que je vous ai montrée, mais aussi dans d'autres études, c'est que cette reproduction de l'ordre social qui consiste à donner une évaluation moins positive à des enfants de classe sociale défavorisée par rapport aux enfants de classe sociale favorisée dépend vraiment, des instruments d'évaluation qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on la voit apparaître avec les notes, mais on ne la voit pas apparaître avec l'évaluation formative. Et puis, on voit l'apparaître quand on rappelle aux évaluateurs que le système scolaire est un système de sélection, mais cette différence disparaît lorsqu'on rappelle que le système scolaire est un système de formation. Donc, on voit bien que ces inégalités apparaissent en fonction de la représentation qu'on a du système, en fonction des instruments d'évaluation qu'on utilise, et pas parce que les évaluatrices et les évaluateurs sont biaisés.
Comment faire pour changer ça? Voilà, c'est de la politique, des politiques sociales de l'éducation. Alors, il y a deux autres questions pour vous, Monsieur Butera. On nous demande si la notation réduit la motivation, comme vous nous l'avez expliqué, alors est-ce que ça voudrait dire que l'émulation ne fonctionne pas? Vous avez entendu? Alors, oui, 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 tout à fait. Alors, deux choses importantes. D'abord, la motivation, c'est un concept qui n'est pas monolithique. Il faut toujours se poser la question de la motivation à faire quoi? Et la notation, dans les recherches que nous avons menées, réduit la motivation à apprendre, la motivation intrinsèque, la motivation à s'intéresser à l'objet d'étude qu'on a sous les yeux, mais elle augmente des motivations comparatives. Les motivations sont comparées à autrui. Par exemple, nous avons montré qu'elle augmente la motivation à ne pas échouer, à en faire le moins possible et à passer l'année. Ce n'est pas vraiment les motivations qu'on aimerait susciter auprès de nos élèves et de nos enseignants et de nos étudiants, mais enfin, il y a des motivations qui sont augmentées par la notation. Maintenant, la question de l'émulation. L'émulation est une forme de comparaison sociale ascendante. On se compare à quelqu'un qui est meilleur que soi et on en tire un enseignement, on en tire des renseignements. On voit comment quelqu'un qui est plus avancé a pu faire pour développer des stratégies d'apprentissage qui ont l'air d'avoir du succès. Mais ceci peut fonctionner seulement si autrui est un mentor, est un point de référence, pas si autrui est un camarade qui n'est pas vraiment un camarade, mais c'est un compétiteur. Parce que dans un système de ressources limitées, les notes sont un système de ressources limitées, eh bien, on ne peut pas tous être premier de classe, on ne peut pas tous être le chouchou de la maîtresse ou du maître. Il y a un système de compétition. Et donc, dans ce système de compétition, la personne qui pourrait être un mentor, la personne qui pourrait être un exemple, duquel on pourrait tirer des renseignements et des enseignements, eh bien, elle n'est pas efficace de ce point de vue-là parce que c'est une personne qu'on déteste. C'est celui ou celle qui a toujours des bonnes notes, qui reçoit des renforcements positifs par le maître ou la maîtresse. Et donc, on ne va pas chercher de l'information chez lui ou chez elle. Nous avons fait une étude, enfin, même une série d'études qui va de l'école primaire à l'université avec Céline Buche, qui montre que la compétence du partenaire avec qui on travaille a un impact positif sur l'apprentissage si on a un système dans lequel on interagit de façon constructive, mais si on est dans un système de comparaison, eh bien, la compétence du partenaire a un effet négatif. Plus il ou elle est compétente, moins on apprend. Donc, l'émulation fonctionne, mais dans un système dans lequel il n'y a pas de compétition. Et alors, justement, il y a une dernière question qu'on veut vous poser qui me semble s'articuler à votre dernier propos. C'est en quoi l'apprentissage coopératif peut-il augmenter la motivation? Oui, justement par son potentiel de désactivation de la compétition. Pourquoi? L'apprentissage coopératif, quand on le fait de façon véritablement structurée, il fait quoi? Il donne un rôle à chaque membre du groupe. Il donne une tâche à chaque membre du groupe. Il donne un morceau du matériel à chaque membre du groupe. Et donc, l'apprentissage coopératif rend les membres du groupe parfaitement, positivement interdépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde a besoin de tout le monde. Et quelle est l'implication de cette structure? C'est que chacun dans le groupe a la même dignité. Il y a peut-être des cancres, il y a peut-être des cracks, il y a peut-être des chouchous du maître et de la maîtresse, mais à ce moment-là, on a besoin de tout le monde. Et on travaille de façon parfaitement horizontale. C'est cette raison qui fait que
l'apprentissage coopératif a été utilisé, par exemple, pour favoriser l'inclusion scolaire. Il y a des études avec l'inclusion d'enfants porteurs de handicap, avec l'inclusion de personnes qui ne parlent pas la langue du pays, l'inclusion et puis les tout premiers travaux avaient été lancés au moment de la déségrégation aux États-Unis pour permettre aux enfants blancs et noirs de travailler ensemble, hein, parce que l'apprentissage coopératif donne une dignité identique à tous les membres du groupe. Mais elle peut aussi amener des dissensions entre les membres du groupe. Tout à fait. Elle peut amener des dissensions. Les travaux sur le conflit socio-cognitif montrent que la dissension peut être soit constructive, soit destructive. La dissension, conflit, qui apparaît dans un système coopératif, elle est généralement constructive, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi les deux partenaires n'ont pas le même point de vue et peut-être essayer de construire une réalité qui est plus complexe, hein. Dans les systèmes compétitifs, la dissension est construite comme le besoin de décider qui a raison et qui a tort. Donc, évidemment, personne ne fait un pas envers l'autre pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Donc, de nouveau, la dissension peut être un instrument formidable d'apprentissage, comme l'erreur, mais à condition qu'on ne soit pas en train de noter celui ou celle qui a réussi le mieux. Merci beaucoup. Il y a Il y a une dernière question. Sur l'impact du contrôle continu sur la santé mentale des élèves. Sur l'impact du contrôle continu sur la santé des élèves. Santé mentale. Santé mentale. C'est une question pour vous, Monsieur Butera. Alors, le contrôle continu, c'est formidable s'il est fait de façon formative, c'est-à-dire que et d'ailleurs, l'évaluation formative, c'est le contrôle continu, c'est-à-dire c'est l'évaluation récurrente qui permet à l'élève de recevoir un feedback et de s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance dans les itérations de son travail. Donc, le contrôle continu est fantastique s'il est fait de façon formative. S'il est fait avec une note, c'est tout simplement la répétition continue de ce moment où on est entre l'échec et la réussite, entre la vie et la mort, entre se faire engueuler à la maison ou recevoir un bisou. Et donc, plus il y en a, plus c'est pénible. Merci.